Alors, donc, capsule de révision sur les chapitres interaction et champ, puis mouvement d'un objet. Alors, pour la partie interaction et champ, il faut connaître donc ce que c'est qu'une charge électrique. Il faut savoir qu'une charge électrique peut être positive ou négative. Et on sait que dans un atome, la charge électrique élémentaire se note petit e. Et donc, la valeur sera toujours donnée, je vous avais dit, c'est 1,6 10 puissance moins 19. L'unité se mesure en coulombs. Donc lorsqu'on a une charge Q par exemple, la charge Q portée par exemple par un noyau peut être égale à un nombre n multiplié par la charge électrique. Si par exemple on a 18 protons, ben, ça fera 18 fois la charge élémentaire. Si on a des électrons, la charge élémentaire sera négative. Donc à partir de là, on peut faire ce qu'on appelle de l'électrisation. Et donc l'électrisation peut se faire de trois méthodes différentes. La première est l'électrisation par frottement, c'est-à-dire lorsque par exemple on frotte un matériau isolant, par exemple une règle en plastique, en plexiglas, frottée par un chiffon en laine. Et là ce qui va se passer, c'est que la règle en plastique va arracher les électrons à la laine, et donc va se charger négativement. La laine ayant perdu des électrons, elle va se charger positivement. Donc là, on a une électrisation directement par frottement. Deuxième électrisation, l'électrisation par influence. Donc là, cette fois-ci, un corps est chargé électriquement, est approché sans contact, ça c'est ce qui est important, d'un autre corps. Celui-ci, tout en restant électriquement neutre, a ses charges réparties non uniformément. C'est-à-dire que si notre règle en plastique est chargée négativement, a un excédent de charge moins, la boule, elle, au départ, a autant de charge plus que de charge moins, mais lorsque la boule se rapproche de la règle en plastique, les charges plus de la boule vont se rapprocher du côté de la règle et les charges moins vont s'en éloigner. Et donc là, il n'y a pas de contact, c'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne, la boule reprend sa position initiale et redevient électriquement neutre, enfin reste électriquement neutre, mais les charges sont mélangées. Après, on peut aussi avoir, par exemple, un corps chargé, par exemple, je ne sais pas, un corps chargé plus, voilà, par exemple, et si en face j'ai un corps chargé moins, donc normalement les deux doivent s'attirer, sauf que s'ils ne se touchent pas, si on arrive à ne pas les faire se toucher, ils vont rentrer en lévitation. C'est-à-dire que la partie moins va vouloir s'approcher de la partie plus, mais il suffit de soulever la partie plus pour que justement on ait une sorte de lévitation entre les deux, par exemple. Voilà, donc ça c'est de l'électrisation par influence puisqu'il n'y a pas de contact. Et enfin, on a l'électrisation par contact, c'est-à-dire que lorsque notre règle en plexiglas ou notre objet plus arrive à toucher l'objet moins, à ce moment-là, l'objet moins va transférer des électrons à l'objet plus, ou ici la règle moins va transférer une partie de ces électrons à la boule qui va se charger négativement du coup, puisqu'elle aura un excès de charge moins, et on sait que moins et moins, bah, ça se repousse, donc les deux vont se repousser par la suite. De même, si la partie moins donne des charges à la partie plus, les deux parties vont ensuite s'opposer. Donc voilà les trois types d'électrisation à connaître. Alors maintenant, deux forces dans l'univers sont à connaître. Alors ces deux forces, il y a la force de gravitation et la force électrostatique. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut bien connaître par contre ces deux formules. Les deux formules sont à connaître. Alors admettons que par exemple ici on a un corps A qui a une masse MA et un corps B qui a une masse MB. Alors on peut supposer que ça peut être par exemple des planètes ou un satellite ou le Soleil avec la Terre par exemple. Donc ce sont des corps massiques qui sont des sphères qu'on peut assimiler à un point qu'on appellera le centre de masse ou le centre de gravité. C'est-à-dire que par exemple le corps A sera symbolisé par le point A et le corps B sera symbolisé par le point B. On définit aussi un vecteur unitaire
le vecteur UAB qui va toujours de la gauche vers la droite et qui vaut toujours 1 puisque c'est un vecteur unitaire. Et on sait que l'objet A est distant de l'objet B par une distance petit d. Alors c'est quoi la force de gravitation? Ben, la force de gravitation exercée par le corps A sur le corps B s'écrira F de A sur B. Donc on met bien le vecteur. Donc ce vecteur est égal à moins G fois MA fois MB divisé par D au carré. Donc cette force est proportionnelle aux deux masses des deux corps et inversement proportionnelle à la distance au carré. Et comme c'est un vecteur, comme j'ai une égalité vectorielle, le vecteur f de a fois b, de a sur b, pardon, est proportionnel, je dirais, au vecteur UAB. Sauf que, comme A exerce une force d'attraction sur le corps B, et ben, la force f de a sur b est dirigée vers le point A. Donc, le vecteur f de a sur b est opposé au vecteur unitaire, d'où le signe moins. Alors, au niveau unité, enfin, au niveau direction, sens, point d'application, valeur, la direction de f de a sur b, c'est l'axe AB, on appelle ça la droite d'action. Le sens, c'est de B vers A. Le point d'application, comme c'est f de a sur b, c'est au niveau du point B. Et la valeur se mesure en newton et s'écrira donc G fois MA fois MB sur D au carré sans tenir compte des vecteurs. On enlève le signe moins et on enlève le vecteur unitaire pour avoir la valeur de f de a sur b. Les masses en kilogrammes, la distance en mètres, hein, toujours. Donc si vous avez des masses en grammes, les transformer en kilogrammes. Si vous avez des kilomètres, les transformer en mètres. Hein. Et donc, par déduction, on en déduit que G, qui sera toujours donné, qui vaut 6,67 10 puissance moins 11, se mesure en newton, mètre carré, kilogramme moins 2. Ça, c'est pour la force de gravitation. Maintenant, la force électrostatique. La force électrostatique, on considère là aussi deux objets qui ont chacun une charge, cette fois-ci non plus une masse mais une charge, QA pour le point A et QB pour le point B. Ces deux corps, pareil, peuvent être plus ou moins, plus ou moins gros, et donc on assimile ces deux corps à un point qu'on appellera le point A et le point B qui représentent leur centre de masse. Alors, comment s'écrit la force électrostatique de A sur B? On écrira donc F de A slash B, F de A sur B, en vecteur, qui est égal à K. K, c'est un coefficient d'une constante aussi. Alors, c'est la constante de Coulomb, puisqu'on appelle ça la loi de Coulomb, qui vaut 9 10 puissance 9. Voilà, Coulomb Newton par mètre carré par Coulomb. Et cette force, on voit qu'elle est proportionnelle cette fois-ci aux deux charges, donc fois QA fois QB, et elle est aussi de même inversement proportionnelle à la distance au carré. J'ai oublié de préciser que là aussi, nous avons notre vecteur unitaire UAB qui est toujours dirigé vers la droite. Et donc là, on a deux cas de figure. Si les deux charges sont de même signe, c'est-à-dire QA positif, QB positif, on sait que les forces vont s'opposer. Donc, la force de A sur B sera dans le même sens que UAB. Donc, la valeur ici, f de A sur B sera dans le même sens et dans la même direction que U de A sur B. Donc, on peut dire que la direction de la force A sur B, c'est la direction AB, la droite d'action. Par contre, le sens, eh ben, si les deux charges sont de même signe, F de A sur B est colinéaire à U de A sur B. Si les deux charges sont de signe opposé, si nous avons QA positif, QA négatif, alors F de A sur B sera dans le sens inverse de UAB, sera donc dans ce sens-là. Et la valeur, ou la norme, se mesure en newton, sera égale à K fois QA fois QB sur D au carré. On ne fait plus intervenir les vecteurs. Je rappelle qu'une norme s'écrira donc F de A sur B sans mettre de flèche. Une valeur, une intensité, c'est une valeur en newton, c'est un chiffre. Un vecteur, c'est une flèche. Donc bien distinguer la valeur du vecteur.
Alors, la norme, on peut aussi la noter comme ceci. Vous l'avez dû l'avoir en maths, sous cette forme-là. C'est-à-dire que la norme d'un vecteur, soit on l'écrit comme je vous l'ai dit, soit on l'écrit comme ceci. Les deux notations sont justes. Voilà, donc pareil, la distance en mètres et les charges Q en coulombs. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Les points communs, c'est que ces deux forces, le point commun de ces deux forces, c'est qu'elles sont toutes les deux inversement proportionnelles à la distance au carré. C'est-à-dire, deux points communs, c'est-à-dire que ces deux forces, elles ont une portée infinie, c'est-à-dire qu'elles peuvent agir sur des très grandes distances, sauf que plus la distance va être grande, plus la force sera petite. Voilà les deux points communs à connaître de ces deux forces. Maintenant, on va passer à la notion de champ. Alors, les champs, c'est une zone de l'espace où va régner un champ qui va être créé par une source. Ça peut être, cette source peut avoir une masse ou cette source peut avoir une charge. Ce champ, donc cette zone de l'espace où va régner un champ, peut être de deux natures. Soit ça peut être un champ scalaire, c'est-à-dire ça peut être un champ de température, un champ de pression, c'est-à-dire que en chaque point de l'espace, on va associer un point à une valeur. Ou alors, c'est notre cas qu'on va étudier, on va étudier donc des champs vectoriels, c'est-à-dire qu'en chaque point, on va pouvoir définir un vecteur. Ça peut être la force des vents, donc là ici en l'occurrence, ça sera le champ de gravitation, le vecteur G, ou alors le champ électrostatique, le vecteur E. C'est-à-dire qu'on va définir en chaque point de l'espace soit un vecteur G, soit un vecteur E. Alors, le champ de gravitation ou électrostatique, on va étudier, est dû donc soit à une masse qui va créer un champ, soit à une charge électrique qui va créer ce même champ. Donc c'est un corps qu'on appelle le corps source. Et en un point de l'espace environnant, le corps source va donc créer un champ autour de lui, et ce champ peut être représenté par un vecteur comme on le voit ici. Alors on voit déjà que ce vecteur, plus on est éloigné du corps source, plus le vecteur sera petit. Ou alors si on est très proche du corps source, plus le vecteur sera important. Alors voilà ce qu'on sait déjà. Alors quand on a un corps source, on définit généralement ce qu'on appelle des lignes de champ. Une ligne de champ, ce sont des lignes qui partent du corps source, qui s'éloignent comme ceci. Et ces lignes de champ sont tangentes en chacun de ces points au vecteur champ et orientées dans le sens du champ. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que en chaque point, comme on le voit ici, il suffit de choisir un point, on peut dessiner un vecteur. Alors on voit ici un vecteur qui s'éloigne du corps source, puisque ici on a une charge plus, on verra tout à l'heure. Donc ça veut dire que si j'ai un point ici, le point ici, mon vecteur champ sera tangent à la ligne. Il va être par contre plus petit que le précédent puisqu'il va être éloigné. Et donc on appelle ça des lignes de champ. Donc bien savoir la définition, hein. Donc ce sont des lignes qui sont tangentes en chacun de leurs points au vecteur champ, soit gravitation, soit électrostatique. Et savoir aussi que l'ensemble des lignes de champ, cette figure-là par exemple, ça porte un nom, ça s'appelle un spectre de champ. Donc bien connaître ces deux définitions, un spectre de champ. C'est donc l'ensemble des lignes de champ que nous avons ici. Alors maintenant, comment définir le champ de gravitation? Comment définir le champ électrostatique? Alors, on a vu tout à l'heure que la force de gravitation, je vais l'appeler par exemple Fg, eh ben, elle est égale à, elle est proportionnelle aux deux masses. Et donc, on va commencer par expliquer le champ G. D'abord, le champ G, alors bien connaître ces deux définitions aussi, ça c'est à connaître. Donc le champ de gravitation G, c'est égal à quoi? C'est égal à moins grand G fois MA sur D au carré fois UAB. C'est-à-dire que ce vecteur G, il a pour direction la droite AB, comme la force de gravitation, qui passe par les centres des corps A, qui est donc le corps source. Ce sera lui le corps source qui va créer le champ, et le système B qui est placé dans le champ. Donc, ça veut dire que le champ de gravitation dépend du corps source. Donc, le champ de gravitation est proportionnel à MA. Et puis, ce champ, il dépend de la position d'où est situé le système B.
Si le système B est situé à une distance d du corps A, et ben ça veut dire que le champ de gravitation est inversement proportionnel à la distance au carré et dépend bien sûr de la constante de gravitation grand G. Donc voilà l'expression de G, donc du champ de gravitation. Et donc on peut dire que par rapport à, alors le sens de G aussi, pardon, le sens de G, c'est, on voit qu'il est opposé au vecteur unitaire, qui lui allait de gauche à droite, donc ça veut dire que le champ G, lui, ira toujours vers l'intérieur, c'est-à-dire comme sur ma première figure qui est là. La valeur, elle est exprimée soit en newton par kilogramme, comme on le voit ici, soit en mètres secondes moins 2. Alors on voit aussi bien sûr que plus le point est éloigné du corps source, plus le vecteur G sera petit et plus le corps B se rapproche de MA, plus le vecteur G sera important puisqu'il est inversement proportionnel à la distance au carré. Et donc, la force subie par notre système B placé dans le champ créé par le source A, on peut l'écrire sous cette forme-là. FB égale MB fois G. Et on retrouve la formule finalement établie précédemment, voilà, ici. Donc c'est comme si on avait F de A sur B qui est égal à MB fois le champ G. Alors maintenant, passons, donc on voit bien que G c'est un champ d'attraction, donc tous les vecteurs sont orientés vers le corps source. Maintenant passons au champ électrostatique. Le champ électrostatique se note grand E. Il est égal donc du coup à K, la constante qu'on a vue tout à l'heure, fois QA sur D au carré. Donc ça c'est, voilà, sur D au carré, et alors multiplié par le vecteur UAB. Ok, donc du coup, donc les charges en coulomb, on voit donc que, pareil, la direction du champ E, c'est donc de la droite d'action entre le corps A et le corps B. Le sens, donc c'est celui qui est orienté vers la source A si la charge est négative, orienté vers la source, orienté depuis l'objet A vers l'extérieur si la charge est positive. Donc ce qui veut dire qu'on a les deux cas qui sont ici, c'est-à-dire on a dit que une charge moins va attirer, donc du coup le champ E va aller vers la charge moins. Donc ça veut donc dire que dans ce cas-là, le champ E est opposé au vecteur unitaire. Donc il y aura un signe moins. Et le champ E partira de la charge plus, et donc sera dans le même sens que le vecteur unitaire, si on a une charge positive. La valeur s'exprime en volts par mètre, on avait dit, ou en newton par coulomb. Ça, c'est l'unité du champ électrique. Et de même, on retrouve là un peu la même formule, c'est-à-dire que la force électrique par rapport au champ E, ben, c'est QB, c'est-à-dire le système B qui est placé dans le champ électrique créé par le corps A. Et on a FE égale QB fois grand E. Et grand E, on retrouve l'expression qui est là. Et donc, on retrouve bien l'expression qui est là. Voilà. Donc bien savoir connaître ces deux champs et savoir si pour un champ de gravitation ça sera toujours attractif et pour un champ électrique, le champ électrique partira toujours des charges plus vers les charges moins. Ce qui fait que si on a une charge moins et une charge plus, les lignes de champ partent des charges plus et vont vers les charges moins. Et donc les vecteurs vont aller dans ce sens-là. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, mouvement d'un objet. Alors, mouvement d'un objet, il faut définir un vecteur vitesse tout d'abord. Alors, on peut parler de vitesse moyenne d'un point A à un point B. Si par exemple on a un mouvement rectiligne, donc là il n'y aura pas de souci, si la vitesse est constante. Mais si la vitesse varie, il va falloir parler de vitesse instantanée. Et à ce moment-là, on va parler de vecteur vitesse. Alors, il va falloir définir donc forcément un système.
Alors le système, ça peut être une voiture, ça peut être un corps qui a une masse, et ce corps peut être assimilé à un point, donc son centre de gravité. Et pour définir ce vecteur vitesse dans un référentiel, un vecteur vitesse est comme une force, c'est-à-dire que c'est défini par 4 caractéristiques. Le point d'application de la force, c'est-à-dire d'où on fait partir le vecteur vitesse, en quel point, c'est-à-dire le centre de gravité à un instant t. Sa direction, donc la direction du vecteur vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Le sens, ça sera forcément celui du mouvement, soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers le haut, soit vers le bas. Sa valeur, alors comme je l'ai expliqué, ça peut être la valeur moyenne de la vitesse du système entre deux instants rapprochés. Alors ça serait plutôt à ce moment-là ti-1, ti plus 1. C'est-à-dire qu'en fait, on va encadrer le point. Voilà. Et donc la vitesse v au point i, ça sera la distance mi-1, mi plus 1, divisé par ti-1, ti plus 1 moins ti-1, où on dit aussi souvent 2 fois delta t. C'est-à-dire lorsqu'on prend des intervalles de temps entre deux points, l'intervalle se note delta t, et comme on va de mi-1 à mi plus 1, ben il s'est écoulé un temps de delta t. Donc ce delta t est toujours donné. Et donc ensuite, par exemple, pour tracer un vecteur vitesse au point mi, alors pour tracer ce vecteur vitesse au point mi, voilà, on prend le point mi-1, donc je vais le faire ici. On prend le point mi plus 1, il est donc ici. Et à partir de là, on prend une règle, on trace le segment mi-1, mi plus 1, que l'on mesure. Si par exemple, on a une échelle, il suffit de regarder l'échelle, c'est-à-dire mesurer ici sur l'axe des abscisses ou des ordonnées, à quoi est égale la distance mesurée. Si on nous dit que on est gradué ici tous les mètres, 1 mètre, 2 mètres, donc il suffit de mesurer cette distance en centimètres, comparer, dire que tant de centimètres ça fait 1 mètre, et nous si on a tant de centimètres, bah, ça fera tant de mètres. Donc bien mesurer la distance en centimètres et la ramener en mètres si on a une échelle. Bien tenir compte de l'échelle surtout. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de diviser cette distance-là, mi plus 1, mi moins 1, cette distance du coup, la diviser par 2 fois l'intervalle de temps pour avoir la valeur du vecteur vitesse au point mi. Une fois qu'on a trouvé la valeur en mètres par seconde, puisqu'on aura des mètres divisés par des secondes, une fois qu'on a trouvé la valeur, il suffit d'utiliser une nouvelle échelle, une échelle pour la vitesse, et de dire à ce moment-là que, je sais pas moi, 1 centimètre est équivalent, mettons, à, je sais pas, on va dire 3 mètres ou 2 mètres par seconde. Et si, admettons que l'on trouve je sais pas moi, les 4 mètres par seconde comme valeur, notre vecteur VI va mesurer 2 cm. Alors comment le tracer? On le fait partir du point MI. Il est parallèle au segment MI-1, MI plus 1. On le fait bien, on se dirige dans le sens du mouvement, on a dit, et donc il doit mesurer 2 cm. Voilà, voilà comment tracer un vecteur vitesse VI. Alors maintenant, on va vous demander en première de tracer ce qu'on appelle des vecteurs variation de vitesse. Alors un vecteur variation de vitesse, c'est donc, on l'appelle delta V, d'un système en mouvement, entre des positions précises. Alors on va pouvoir vous demander par exemple delta V, ici vous avez entre I et I plus 1, mais on peut très bien vous demander entre I moins 1 et I plus 1 par exemple, ça dépend de l'exercice. Soit c'est entre I et I plus 1, c'est-à-dire entre A et B, ou soit ça peut être entre ici entre C par exemple et A,
et on va vous demander de trouver VB par exemple, enfin delta V au point B. Donc il y a deux possibilités. Donc ici en l'occurrence, on vous a tracé le vecteur VA, on vous a tracé le vecteur VB. Et on va vous demander de tracer delta V. Donc delta V, ça veut dire, c'est le vecteur ici par exemple qu'on appelle VB, le vecteur final, moins le vecteur VA. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tracer ce vecteur delta V? Eh bien, on prend le vecteur VB qui est là, donc je le reprends, je le ramène ici, voilà, donc là j'ai mon vecteur VB, et ensuite je fais moins VA. VA est comme ceci, mais on a moins VA, ça veut dire que le vecteur VA, je mets la pointe de la flèche de l'autre côté puisque j'ai le vecteur moins VA. Donc à partir de là, ce que je fais, je prends le vecteur VA, je l'oriente dans l'autre sens, et j'obtiens ce vecteur-là. Ça, c'est donc moins VA. Et donc, à quoi est égal le vecteur delta V? Eh bien, le vecteur delta V part du point VB, du début de VB, et se termine à la fin du vecteur moins VA. Et donc là, j'ai mon vecteur delta V. Donc mon vecteur delta V au point B, par exemple ici, et ben en fait sera vertical vers le bas. Voilà ce que j'ai dans le cas d'une chute libre. Alors ça c'est une chute libre, pourquoi? Parce que on voit que le système c'est la balle. La balle, lorsqu'elle est lancée, elle n'est soumise qu'à une seule force, qui est donc ici dans l'occurrence son poids. Donc je rappelle que le poids, sa direction c'est vertical, son sens c'est vers le bas. Le point d'application, c'est le centre de gravité de la balle. Et je rappelle que sa valeur, c'est P égale M fois G. Donc là, on voit bien aussi, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, que le vecteur delta V est vertical vers le bas et le poids P est aussi vertical vers le bas. Ce qui veut dire que delta V et P sont tous les deux des vecteurs colinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont même direction et même sens. On pourrait aussi s'apercevoir que si on fait le delta V par exemple sur un autre point, on aurait aussi pareil, on aurait le vecteur delta V en ce point-là par exemple, qui serait lui aussi vertical vers le bas et qui aurait la même norme et la même direction et le même sens que celui au point B. On aurait pareil le delta V de la même façon ici, qui aurait la même norme, etc. Parce que on sait que delta V est proportionnel, enfin est collinaire aussi au vecteur P. Alors on peut généraliser maintenant ceci à la somme des forces appliquées à un système, puisque là notre système précédent n'avait qu'une seule force, c'était le poids. Et donc on va parler de résultante. La résultante c'est quoi? Ça c'est notre grand sigma, ça veut dire que la somme des forces appliquées au système, on va faire la somme des forces et ça va se résumer à un vecteur. Et bien on va pouvoir dire, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que la somme des forces est finalement collinaire proportionnelle à la variation du vecteur vitesse du système. Et donc on va pouvoir en déduire ce qu'on appelle une approche de la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces est égale à la masse du corps, donc c'est la masse qui est constante, multipliée par la variation du vecteur vitesse, le vecteur variation, divisé par delta t, la durée entre deux instants voisins. Et donc, ça montre bien que delta V et la somme des forces sont bien collinaires et dans le même sens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on voit que du coup, ce qui intervient, c'est delta t, c'est la masse. Voilà. On a un cas ici, par exemple, c'est le cas de la Terre qui tourne autour du Soleil. On l'a vu tout à l'heure, donc il y a une force de gravitation. Le Soleil exerce sur la Terre une force d'attraction, donc la somme des forces, finalement, c'est uniquement la force de gravitation, donc elle est dirigée, comme c'est attractif, vers l'intérieur. Et lorsqu'on fait le delta V, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit de prendre le point qui est là, le point qui est là, calculer la vitesse en ce point, calculer la vitesse en ce point, faire la différence entre les deux, et on trouve le delta V en ce point. Et pareil, de même ici,
Il suffit de mesurer la vitesse en ce point, la vitesse en ce point, faire cette vitesse-là moins celle-là, et on trouvera delta V qui aura lieu dans ce sens. Et on voit chaque fois que delta V nous indique la somme des forces. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que si on connaît delta V, connaissant le temps et la masse, on peut en déduire la somme des forces, la résultante du coup. Ou alors, si on connaît la résultante des forces, si on connaît la masse et delta T, on peut en déduire dans quel sens sera le vecteur variation de vitesse, puisque les deux sont collinaires et de même sens. Voilà à quoi sert cette deuxième loi de Newton. Alors on va essayer de l'appliquer à deux cas par exemple. Alors, on doit par exemple chercher la résultante des forces appliquées à notre système. Donc si je commence par ce premier système là, je vois que j'ai une boule, c'est un pendule, donc mon système c'est la boule. Donc la boule elle est soumise à combien de forces d'après vous? Donc elle est soumise à deux forces. Il y a tout d'abord je vais la dessiner pas forcément à l'échelle mais comme ceci. On a ici le poids, donc le poids c'est P, vertical vers le bas, et on a la boule qui est retenue par la ficelle, donc c'est une sorte de tension ou de... Voilà, donc ça sera la tension du câble. Donc on a deux forces. Alors comment est-ce qu'on dessine la résultante des forces? Et bien ce qu'on va faire du coup c'est quoi? C'est additionner donc P plus T, c'est les deux forces appliquées au système. Donc P est vertical vers le bas, T est dans ce sens-là. Donc je vais le translater, je le pars d'ici et je reprends le vecteur T qui est donc comme ceci. Et qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que la somme des forces, ça sera pour moi ce vecteur-là. Voilà. Donc ça sera donc le vecteur en rouge, ça sera somme des forces extérieures appliquées à mon système. Donc ça veut dire que le vecteur est orienté vers l'intérieur de la trajectoire, mais dans ce sens-là. Donc ça veut dire tout simplement que delta V au point 2 sera lui aussi collinéaire et de même sens que le vecteur somme des forces. De même, je pourrais vous montrer là aussi, si j'ai le vecteur P en ce point, il sera donc vertical vers le bas. La tension du câble sera là aussi constante dans ce sens-là. Si je fais la somme des deux, ben voilà, je translate mon premier vecteur comme ceci. Et là, je vois que la somme des forces, donc ça se présentera comme ceci. Donc, mon vecteur delta V s'exprimera comme ceci. Donc, il sera donc collinaire et de même sens. Même chose pour le skieur. Pour le skieur, je vais avoir le poids du skieur. Je vais avoir la réaction du sol qui est perpendiculaire. Je vais avoir la force de frottement. Et voilà. Donc voilà mes trois forces. Donc comment je vais savoir dans quel sens va avoir lieu le vecteur variation de vitesse? Ben pour ça, je dois donc, comme on l'a dit, définir la somme des forces, la résultante. Donc là, je vais reprendre par exemple ici le vecteur P. Je vais reprendre la tension, la réaction pardon, du support qui est à peu près comme ceci. Voilà. Et voilà, à peu près comme ça, on va dire. Voilà. Et je vais avoir la force de frottement qui, elle, va être comme ceci. Donc, si on doit faire la somme des vecteurs force, donc la somme des vecteurs force va se dessiner comme ceci. Ce qui veut donc dire que somme des forces extérieures, vous voyez, vous additionnez vos vecteurs en maths, se dessinera comme ceci. Et on voit bien donc, sur le dessin qui est là, que le skieur dévale une pente, donc la vitesse va augmenter, donc le vecteur delta V
va se positionner comme ceci dans le sens de la descente, ce qui veut donc dire que delta V dans ce cas-là sera bien collinaire à la somme des forces extérieures appliquées au système. Vous voyez, donc chaque système, pour n'importe quel système, on a bien la somme des forces collinaires au vecteur delta V. Voilà, donc bien savoir faire tout ça. Dernier point à savoir aussi, c'est le rôle de la masse. On a vu une relation qui disait que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois vecteur delta V sur delta T. Alors on peut en déduire deux choses. Si plus M augmente, plus la masse du système est élevée, plus, du coup, si ça bouge pas, si M augmente, ça veut dire que delta F va être plus élevé pour faire varier le vecteur vitesse. Ça veut donc dire que si on a une masse très grande, pour arriver à soulever le carton, si le carton a une masse beaucoup plus grande, il faudra une force beaucoup plus élevée. C'est ce qu'on voit sur l'image. Ou alors, deuxième cas, pour une même valeur de la somme des forces, c'est-à-dire que si on exerce la même force des deux côtés, la variation du vecteur vitesse sera d'autant plus faible que la masse sera élevée. C'est-à-dire que si on conserve somme des forces égale constante, la même valeur, alors ça veut donc dire que plus la masse est élevée, plus delta V sera petit pour avoir le même produit et la même valeur. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc avec une masse très lourde, c'est-à-dire une bille en fer, la variation de vitesse sera très faible. On part de 0 à une certaine valeur. Et si on a une boule très légère, une balle de ping-pong par exemple, si on part de 0 ici, avec la même force, on va pouvoir avoir une vitesse beaucoup plus importante. Donc voilà un petit peu le rôle de la masse. Là, je vous ai parlé de la deuxième loi de Newton, somme des forces égale m fois delta V sur delta T. Et j'ai oublié de préciser la première loi de Newton. Donc qu'est-ce qu'elle dit, cette première loi de Newton? Elle dit que somme des forces extérieures appliquées à un système est égale à 0, c'est-à-dire que c'est égal à vecteur nul. Alors, on a soit un système au repos, c'est-à-dire que le système ne bouge pas, soit on a un système qui est en mouvement, je l'écris en abrégé, rectiligne uniforme. C'est-à-dire uniforme, ça veut dire qu'il aura la même vitesse tout au cours de son mouvement. Et cette loi marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a un système au repos qui ne bouge pas, on fait la somme des forces c'est nul. Si on a un système qui avance à vitesse constante, la somme des forces appliquées au système est nulle aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la première loi de Newton. Et donc, là, on a vu la première loi de Newton, on a vu la deuxième loi de Newton, et je vous ai expliqué qu'il en existe une troisième, c'est la troisième loi de Newton. Alors pour expliquer la troisième loi de Newton, je peux reprendre cette force-là. Cette force, on a F de A sur B, c'est-à-dire que si un corps A exerce une force sur un corps B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps B exerce une force sur le corps A, et que cette force sera donc opposée à cette force de A sur B. Elle sera donc opposée de même direction, sens contraire et de même valeur. Et cette force-là, on l'appellera F2, je l'écris ici, F2, du coup, B sur A. Et donc, on peut dire que F de B sur A égale moins F de A sur B. Les deux vecteurs sont opposés, mais de même direction et de même sens. C'est ça qu'on appelle la troisième loi de Newton. Dernier point, pour terminer, là j'ai remis un petit programme Python. Donc bien savoir dans le programme Python deux choses, je dirais. La première, c'est savoir écrire, par exemple ici, une variation de vitesse. Si on vous donne Vx, il va falloir écrire qu'une variation de vitesse, c'est quoi? C'est Vx lorsque i varie, donc entre i plus 1 et normalement i moins 1, mais si vous mettez i, ça marche aussi, donc i plus 1, i moins 1. Et pareil, Vy, parce qu'on a un vecteur v, donc le vecteur v comme ceci a une composante ici verticale, Vy, et une composante horizontale, Vx. Donc il va falloir tenir compte des deux. Et donc là, à ce moment-là, on écrira que la variation de Vx, c'est Vx à l'instant i plus 1 moins Vx à l'instant i moins 1. Et pareil pour Vy, Vy à l'instant i plus 1 moins Vy à l'instant i moins 1. Donc bien savoir écrire des variations de vitesse. De même,
pour une vitesse aussi, par exemple, écrire la vitesse Vx. Donc la vitesse Vx, comment est-ce qu'on l'écrirait, par exemple? Ben, la vitesse Vx serait, par exemple, je sais pas moi, x à l'instant i plus 1, moins x à l'instant i moins 1. Mais comme une vitesse, c'est quoi? C'est la variation de x, i plus 1 moins i moins 1 divisé par 2 fois, par exemple, dt, l'intervalle de temps, si l'intervalle de temps s'appelle dt. Voilà. Et pareil pour vy. Si on devait écrire vy, eh ben on écrirait à ce moment-là y à l'instant i plus 1 moins y à l'instant i moins 1 divisé par 2 fois dt, 2 fois l'intervalle de temps. Voilà. Voilà comment écrire des vecteurs, des vitesses Vx et Vy dans un programme Python. Et voilà comment écrire la variation, puisque là on parle de variation de vitesse. Donc Vx i plus 1 moins Vx i moins 1 et Vy i plus 1 moins Vy i moins 1. Et le dernier point à savoir, eh ben, c'est ces deux fonctions-là. plt.arrow, arrow en anglais ça veut dire flèche, ou alors plt_quiver, ça veut dire vecteur. Donc ces deux fonctions-là, soit l'une soit l'autre, permettent de créer, de dessiner des vecteurs vitesse en chaque point i. Donc i plus 1, y plus 1, d de vx, d de vy à l'instant i. Donc pour chaque position i, le logiciel va créer, pareil là ici, un d de vx i, d de vy i, va dessiner les vecteurs vitesse aux différentes positions i, va leur donner une couleur, B pour bleu ici, head wife, c'est donc la tête du vecteur qui fera 0, 1, head length, ça veut dire la longueur du vecteur. Voilà, donc on indique ici toutes les caractéristiques du vecteur. Donc c'est ces deux fonctions à connaître, plt_arrow et plt_quiver, qui permettent de définir le tracé. Voilà, qui permettent de définir le tracé d'un vecteur ici. Alors ça peut être soit ici, en l'occurrence, le vecteur variation de vitesse, mais on peut très bien avoir la fonction plt_quiver pour, par exemple, dessiner uniquement Vx ou dessiner Vy, ou voilà. Donc on peut définir des vecteurs, soit des vecteurs vitesse ou des vecteurs variation de vitesse avec un programme Python. Voilà pour terminer la capsule vidéo.